rue de la Défense dans les années 1950-60 à peu près, à l'époque où il y avait encore beaucoup de commerces. Bonjour Monsieur Bazmadjian, je m'appelle Virginia Nantakarazu, j'ai 18 ans, je suis actuellement étudiante et je suis sri-lankaise d'origine tamoule. Je faisais partie du conseil communal des jeunes de la ville d'Issy-les-Moulineaux, qui est une instance qui permet aux jeunes de monter des projets au sein de la ville et aussi de participer à des actions solidaires comme le Téléthon ou encore la banque alimentaire. Je faisais partie aussi des web reporters, qui est aussi une instance qui permet aux jeunes de faire des reportages pour couvrir un peu les événements au sein de la ville. En 2009, j'ai fait un voyage en Arménie, à Etchmiadzin, qui est la ville jumelée d'Issy-les-Moulineaux, à l'occasion d'un temps solidaire organisé par le Clavim. Donc à cette occasion, on a pu rénover une crèche, garnir la bibliothèque et surtout échanger avec la famille arménienne. Nous sommes ici dans votre salon de coiffure, rue de la Défense, à Issy-les-Moulineaux. Quelle est son histoire? Alors ce salon a été créé en 1930 par mon père Agop, émigré arménien. Ce salon a été fermé de 1935 à 1945 par rapport à la guerre, mon père étant prisonnier. Il est revenu donc de 1945 à 1978, date à laquelle j'ai repris le salon. Revenons à vos parents. Comment sont-ils arrivés à Issy-les-Moulineaux? Alors la meilleure des choses, c'est d'aller voir directement ma mère. Elle vous racontera de A à Z leur parcours. Bonjour Madame Bazmadjian, nous venons de rencontrer votre fils Alexandre qui nous a parlé un peu de son salon de coiffure, mais nous aimerions savoir un peu plus sur votre famille. Pouvez-vous nous parler un peu de vos parents? Eh bien, mes parents qui étaient en Turquie, ils faisaient le verre à soie et ils avaient beaucoup des champs d'oliviers. L'olivier, c'était l'été et le verre à soie, c'était l'hiver. Et en parlant du génocide, on nous a dit, ne restez pas, ça va revenir, partez. Et là, on est parti. J'avais 2 ans. On a pris le bateau pour aller en Bulgarie. On arrive en Bulgarie, on reste quelques années, il n'y avait pas de travail. Et mon jeune frère est né là-bas. Alors, nous avions un oncle qui était déjà à Marseille. Il nous a dit, venez à Marseille, vous aurez peut-être de la chance de trouver du travail. Nous sommes descendus donc à Marseille en bateau. Et là, papa ne trouvait pas de travail, maman faisait des petits boulots. Mon oncle, j'en avais un autre qui était à Paris. Et celui-là nous a dit, montez à Paris, ça sera peut-être mieux encore. Là, nous sommes montés à Paris. Les entreprises étaient en plein développement, donc ils devaient faire appel aux ouvriers. Oui, c'est Citroën, Renault, Gévelo. C'était là, ça travaillait. Vous avez donc 9 ans lorsque vos parents s'installent à Issy-les-Moulineaux. Quels sont vos souvenirs de cette époque? Eh bien, moi, je suis allée à l'école. J'avais donc 6 ans quand on est arrivé à Issy-les-Moulineaux, 9 ans, pardon. Et là, je suis allée à l'école à Paul-Bert. Ensuite, je suis allée à l'école Tariel, parce qu'on était rue de la Défense. Et là, nous avions vraiment des maîtresses inimaginables. D'une douceur, d'une gentillesse avec nous, voyant qu'on ne savait pas le français, nous aidait beaucoup. D'ailleurs, moi, elle m'a même donné, malgré que je ne savais pas très bien le français, elle m'a donné le cahier de correction. Si vous aviez une mauvaise note, je la marquais. Si vous en aviez une bonne, c'est moi qui la marquais. À ce point-là qu'elle avait confiance. Il y avait une école arménienne, comme un baraquement, à l'île Saint-Germain. Alors, petite fille, nous allions le jeudi, c'était le jeudi à l'époque, nous allions à l'école arménienne pour apprendre un peu l'arménien. Et à ce moment-là, on s'était fait des petites camarades. Et la rue de la Défense, comment était-elle? Les rues n'étaient pas faites, il n'y avait pas de trottoir, c'était pas pavé. Les différentes communautés s'entendaient bien entre elles? On était beaucoup d'étrangers. Dans le bas de la rue de la Défense, c'était les Portugais. Ensuite, c'était des Espagnols. Ensuite, c'était des Italiens,
Nous, on venait après les Arméniens et ensuite quelques familles françaises dans le haut de la rue de la Défense. Il y avait beaucoup de convivialité. Les grands-mères étaient assis dans la rue qui surveillaient les enfants qui jouaient, comme au pays. Et à quoi jouaient les enfants dans le quartier? À l'époque, ils jouaient beaucoup aux billes. Ils jouaient au tchalik, ça c'était un jeu de chez nous, ça c'était les garçons. Et nous les filles, on jouait beaucoup à la balle aux prisonniers. Et il y avait aussi le parc, c'était sauvage à l'époque. On allait jouer dans ce parc à Henri Barbus. À l'époque, ça ne s'appelait pas Henri Barbus, c'était un bois. Alors le terrain d'aviation, nous allions jouer, gamines, c'était notre promenade, notre grand jeu de là-bas. Quand on ne se contentait pas de la rue, on allait là-bas se jouer. Comme mes parents n'avaient pas les moyens d'acheter des jouets, alors vous savez, on voyait les autres petites filles jouer avec des poupées, on en avait tellement envie. Et dans l'île Saint-Germain, il y avait une petite épicerie qui vendait des tout petits baigneurs comme ça à 1,50 €. Sitôt qu'on pouvait avoir 1,50 €, on allait s'acheter un petit bébé, un baigneur. Si les enfants jouaient comme ça dans la rue, il n'y avait donc pas de voiture? C'était des chevaux qui venaient faire des livraisons de ravitaillement. Quant au pain, c'était une petite charrette qui venait tous les matins, qu'on achetait au poids. Eh bien, le charbonnier, c'était des chevaux, tout était des chevaux. Quels étaient les commerces dans la rue? Dans la maison à mes parents, l'épicerie en bas de chez nous. Après, il est arrivé des boucheries, il est arrivé des cordonniers, il est arrivé des coiffeurs, c'était nous. Les coiffeurs, c'était nous. Moi, enfin mon mari. Et il y a eu des cafés arméniens, beaucoup de cafés arméniens. Il y a eu des boucheries, plusieurs, cordonneries, je vous ai dit. Il y avait toutes sortes de commerces après, il y avait de tout. Alors, en bas de la rue de la Défense, il y avait une épicerie qui vendait des poules vivantes. Parce que les gens, ils aimaient chez nous acheter les poules vivantes. Quand il y avait un mariage, ils coupaient la tête au pied de la mariée. Ça portait bonheur. Alors, il y en a un qui en vendait. Et plus haut, il y avait une épicerie, c'était des Italiens. Ils avaient 2 chèvres qui gardaient comme ça, pour rappeler leur pays, certainement, je ne sais pas. Que faisaient alors vos parents? Maman travaillait la blanchisseuse de Grenelle. Quant à papa, il faisait des petits boulots, comme la maçonnerie. Quand ils avaient besoin de quelqu'un, ils l'appelaient. Voilà. Mes parents n'ont pas beaucoup travaillé en France. Hein. Et vous, quand avez-vous commencé à travailler? Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Avant même mon certificat d'études, je suis sortie pour travailler. Comme mes parents ne travaillaient pas, il fallait travailler. Et alors là, j'ai travaillé à la blanchisserie avec ma mère. Et comme mon nom n'était pas, ça ne plaisait pas à mes collègues, ils m'ont dit, oh voilà, on va te changer ton nom. Qu'est-ce que c'est ce nom? On va t'appeler Christiane. Et c'est de là que Christiane est restée jusqu'à mon mariage et par la suite. Pendant la guerre, j'ai fait des petits boulots. Il y avait une conserverie à Clamart, des haricots verts, on allait éplucher les haricots verts. Et par la suite, j'ai travaillé à l'hôpital Percy comme dame de service. Avant de raconter votre mariage, comment avez-vous rencontré Agop? Bien, vous savez, on habitait dans la même rue. Et ma belle-mère, voyant que j'étais une fille sérieuse, a voulu, parce que chez nous, c'était par présentation à l'époque. Ma belle-mère voulait absolument que je sois la femme de son fils. Donc, elle est venue demander, j'avais à peine 16 ans. Et là, mon père, qui était encore vivant, il a dit, écoutez, elle est encore trop jeune, attendons un peu. Quelques mois après, elle revenait, ma belle-mère. Mon père disait, mais attendez, elle est trop jeune. Oui, mais le temps qu'ils vont se fiancer, marier, ça passera le temps. Papa, il a dit non. Et après, la guerre s'est déclarée. Et là, ma belle-mère, elle voulait quand même que je me marie avant qu'ils partent. Papa, il a dit non, on ne peut pas ce qui peut arriver pendant la guerre, on attendra après-guerre. Mais malheureusement, papa, il n'a pas vu mon mariage, il est mort en 1942, pendant la guerre. Et là-dessus, moi, j'ai attendu pendant 7 ans. 1 an fiancé, 5 ans de prisonnier et 1 an de guerre. 7 ans.
Comme moi, je ne savais pas l'arménien et que mon mari ne savait pas écrire le français, j'avais une amie aussi qui était fiancée. Son fiancé était parti. Elle m'a dit, t'inquiète pas, quand tu recevras une lettre, tu viendras me voir, je te la rédigerai ta lettre. Aujourd'hui arrive une lettre, je vais chez mon ami, on fait la lettre, le lendemain encore une lettre. Oh, je dis, mais ça va pas aller. J'ai dit, il n'y a pas, il faut que j'apprenne l'arménien. Et c'est comme ça que le soir, à 2 heures du matin, avec un livre arménien, que ma mère savait déjà l'arménien, elle m'a aidé et j'ai appris l'arménien. Comment votre fiancé a-t-il été fait prisonnier? Eh bien, c'était la débandade. Le capitaine, il a dit, écoutez, les gars, partez, partez, rentrez chez vous. À Bordeaux, mon mari, il était à venir à Paris à pied. Et là, il a rencontré les gens de quartier en camion qui rentraient sur Paris, qui étaient partis à l'Exode. Et là, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, je rentre à la maison. Allez, monte dans le camion. Arrivé à Orléans, les Allemands les ont arrêtés, le camion. Ils sont montés, ils ont regardé les hommes. Et quand, vous soldates, vous soldates, vous soldates, il avait les chaussures. On lui avait changé les vêtements, mais il n'avait pas changé les chaussures. Et c'est là qu'ils l'ont descendu du camion et il a été prisonnier à Voves, en France. Et ensuite, il a été transféré à la Magdebourg. Alors quand mon mari est revenu de captivité, 2 mois après, on s'est mariés. Donc pour aller à la mairie, il n'y avait pas de transport, ni de car, ni de voiture. On est allé à pied, tout le cortège, moi en blanc, tous les gens de la rue de la Défense, par convivialité, ils étaient tous au milieu de la rue en train de nous applaudir. C'était un événement de l'année. Donc ensuite, pour aller à l'église arménienne, pareil. Il n'y avait pas de rien, pas de car, rien. Nous avons pris le train à la gare d'ici, avec le cortège, et moi en blanc, pour aller à Jean Goujon, à l'église arménienne. La guerre est terminée, vous êtes jeune marié, la vie reprend son cours? Oui, alors là, mon mari, il a voulu que j'apprenne la coiffure, comme il y avait le salon. Je suis allée à L'Oréal pour apprendre la coiffure, que j'ai même passé mon brevet de teinture. Et là, c'est là où est mon fils, maintenant, qui a pris ce salon. Jusqu'à présent, votre récit nous a fait voyager du 30 rue de la Défense, où se trouve votre salon, au 39, où vous habitiez avec vos parents, au 40, où se trouvait votre belle famille, et enfin au 45, où a eu lieu votre mariage. Mais vous arrivait-il de fréquenter d'autres quartiers de la ville d'Issy-les-Moulineaux? Eh bien, nous allions au cinéma. Il y en avait un qui était à la ferme, ça s'appelait le Moderne. Il y en avait un autre qui était à la mairie, ça s'appelait l'Alhambra. Et il y en avait un autre qui était à Corentin-Selton, Mignon. Nous allions au marché à Paulbert, ainsi qu'à Gambetta, c'était Corentin-Selton, à pied. Avant de nous quitter, voulez-vous encore nous raconter votre second mariage, toujours à Issy-les-Moulineaux? Alors mon mari était tombé malade et nos 50 ans de mariage sont arrivés pendant qu'il était à l'hôpital. J'ai posé une question à M. Santini en disant, M. Santini, c'est faisable qu'on fasse nos 50 ans de mariage? Mais il me passe sans problème. On va réorganiser ça. Il a organisé ça, M. Santini, et il est venu nous marier à l'hôpital, dont j'ai les photos, avec toute ma famille. Nous voilà de retour au salon. Votre maman riche nous a raconté dans quelles circonstances votre famille est arrivée à Issy-les-Moulineaux, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur votre enfance. Alors moi, je suis né avenue Pasteur en 1951, à 2 pas d'ici, de la rue de la Défense, on va dire. Voilà. Ensuite, je suis allé à la maternelle et au primaire à l'école Justin Houdin, école du Fort, et j'ai terminé ma scolarité pour le certificat d'études à Anatole France. Ensuite, j'ai enchaîné l'école de coiffure. Mes parents voulaient à tout prix que je reprenne le salon de mon père. Donc j'ai fait l'école à Paris et l'apprentissage à Boulogne. Quels sont les souvenirs du petit garçon que vous étiez rue de la Défense dans les années 60? Alors première chose que je ressortirais, c'est l'amour, la fraternité et la solidarité qui se trouvaient dans cette rue. Les enfants vivaient dans la rue, les mamans pouvaient mettre les petits dans la rue, c'est la rue qui élevait les enfants, toujours sous l'œil d'un adulte qui surveillait tout ça. Il y avait également le fait que nous n'étions pas des copains d'enfance, mais des copains de naissance.
Voilà. Donc ça veut dire beaucoup de choses pour moi, ça. Ça représente toute une fraternité. On a grandi ensemble. Les portes étaient ouvertes. On allait voir la télé chez les uns, chez les autres. On allait manger les uns chez les autres. On couchait les uns chez les autres. Donc c'était un monde merveilleux pour nous. Et vous jouiez à quoi? Alors nos jeux étaient bien sûr basés sur des jeux basiques, puisqu'il n'y avait pas de moyens financiers, donc on n'avait pas de jouets. Donc on se servait de la rue. C'était les jeux de billes, on jouait aux osselets, et également le fameux tcheldik, un jeu arménien qui se jouait avec des petites balles de baseball, et c'était un jeu de chez nous, quoi. Bon. Il y avait également le parc Henri Barbus, qui était notre grand jardin. Et également le tir aux pigeons, qui se trouvait être où se trouvent les épinettes aujourd'hui. Mais ce tir aux pigeons était réservé aux gens aisés. On n'avait pas le droit d'y aller, on y allait quand même, et c'était un endroit où on tirait le pigeon et le pigeon d'argile. On passait surtout nos vacances en colonie de vacances. Les parents n'ayant pas beaucoup de moyens financiers, on partait tous en colo, et là, on se retrouvait avec tous les jeunes de la ville. Comme on se connaissait tous à travers les écoles, le patronage laïque, le football. Donc c'était un monde merveilleux. On a des souvenirs inoubliables. Il y avait la paroisse Saint-Bruno. Alors cette paroisse Saint-Bruno a eu un rôle important dans les années 50-60, n'ayant pas encore d'église arménienne. Donc déjà c'était un lieu de rendez-vous pour tous les jeunes du quartier. Et en plus de ça, pour nous Arméniens, c'était un lieu de prière, même pour des cérémonies d'enterrement, comme il n'y avait pas encore d'église chez nous. Donc c'était un lieu très important. Et surtout, avec deux prêtres qui avaient un rôle important, l'abbé Payon et le père Turion. Pendant votre adolescence, vous étiez toujours dans le quartier? On a déménagé lorsque j'ai eu 10 ans pour aller habiter un peu plus haut dans le quartier où habite actuellement ma maman. Voilà. Ensuite, moi, ayant mes deux grands-mères et le commerce de mon père dans la rue de la Défense, j'ai vécu en permanence dans la rue de la Défense. Je pratiquais le football à l'Avia Club, ensuite à l'AS Arménienne qui est arrivée un peu plus tard, et il y avait également la fête de l'été. Alors la fête de l'été se trouvait dans le parc Henri Barbus, où là c'était la fête foraine avec bal, repas, c'était les retrouvailles de toute la jeunesse d'ici les Moulineaux. C'était des moments merveilleux, c'était au mois de juin. Il y avait également à l'époque la foire de Paris, il y avait les cinémas et d'autres choses encore. Il y avait aussi les cafés. Là, c'est un endroit assez particulier, réservé aux hommes, pas interdit aux femmes, mais elles n'y venaient pas quand même. Et là, on refaisait le monde. C'était des débats politiques, sportifs, il y avait un peu de tout. Et également les jeux de cartes, où là, il y avait des grandes parties. Et plus tard, en fin d'année, il y avait le fameux jeu de dés qu'on appelait le barboute, un genre de passe anglaise qui se passait pendant une bonne semaine à Noël, où on jouait, je ne sais pas si je dois le dire, un peu d'argent. Je vous ai parlé du café qui était réservé aux hommes, mais les femmes avaient une très grande place dans la rue de la Défense. C'est quand même elles qui géraient tout le foyer, qui gérait les finances. Le père, lui, partait au café faire son jeu de cartes en se prenant pour le patron de la maison, mais c'est la femme qui gérait tout. Vous nous avez parlé de la rue de la Défense de votre jeunesse avec beaucoup de passion et d'émotion. Est-ce que l'esprit de la rue existe encore? Oui, d'ailleurs la meilleure preuve est ces fêtes qu'on a organisées il y a une dizaine d'années, sous le parrainage de M. Santini, qui nous a prêté gracieusement la salle du Passy. Et là, on a retrouvé des gens qu'on n'avait pas vus depuis des années. Donc, des gens qui sont nés, qui ont grandi, qui ont connu cette rue. C'était un moment merveilleux de tendresse, d'amour, de solidarité. On a retrouvé l'esprit du quartier. Et les nouveaux arrivants de la rue de la Défense, les nouveaux habitants de la rue de la Défense, qui sont... Je les coiffe, ces gens-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, je constate que les gens qui viennent habiter dans la rue aiment la rue. On ne vient pas habiter rue de la Défense, on n'aime pas la rue. Et je vois à travers leurs demandes, leur curiosité, que c'est des gens qui sont attirés par cette rue, par le charme de la rue. J'ai une anecdote avec Josiane Balasco, qui était à la recherche d'un salon de coiffure pour son film Cliente. Quand elle est arrivée, je lui ai demandé si elle connaissait Issy-les-Moulineaux. Elle m'a répondu avec sa gouaille « Pas du tout !» Je lui ai dit « Quoi? Vous ne connaissez pas la rue de la Défense à Issy-les-Moulineaux ?» Et là, elle m'a répondu plus calmement « C'est vrai que c'est une rue particulière, on sent une âme, on sent... il y a quelque chose dans cette rue » qu'elle m'a dit. Votre salon, c'est un peu le musée de la rue de l'Adé. Vous pouvez nous le faire visiter? Il y a le tableau de Jean-Baptiste Merlinot,
Dinano, qui est un jeune, qui est un enfant du quartier également. Et d'ailleurs, sur le tableau, on voit bien le salon de coiffure de mon père à l'époque. C'est un peintre du quartier qui a fait beaucoup d'aquarelles sur la ville d'Issy-les-Moulineaux, sur la rue de la Défense. Il y a la petite plaque de la rue de la Dé que l'on voulait offrir à chaque personne de la fête. C'est une plaque qui est vraiment le reflet de notre rue, quoi. Pour ça qu'on voulait l'offrir à chacun. Il y a aussi l'album d'aquarelle de Jean-Baptiste Merlinot qui reflète le passé de notre rue. Pour finir, il y a le poème Rue de la Dé de Kéram Boyadjian, dont un quatrain fait référence à mes parents. Aura-t-on une larme dans tout notre œil sévère pour cette fiancée qui pensait au bonheur? Quand reviendrait l'aimer des 6 années de guerre, lui vous le connaissez, c'est Agop le coiffeur. L'Arménie originelle, elle n'est pas bien loin non plus. J'ai justement dans le salon 2 petits tableaux qui représentent le mont Ararat, qui est le symbole et le repère de tous les Arméniens. Et également des petits objets, dont un Tintin en langue arménienne. Monsieur Basmadjian, un grand merci d'avoir partagé avec nous l'histoire d'une enfance heureuse. Virginie, maintenant qu'on se connaît, je voudrais que tu m'appelles par mon prénom arménien, Manouk, qui signifie petit enfant. Et je voudrais également te remettre en cadeau une croix arménienne faite dans la pierre qu'on appelle un khachkar. Et je voudrais également t'embrasser. Merci Manouk pour ce cadeau. Et vous pouvez aussi m'appeler par mon prénom sri-lankais, Tamoul, Oli, qui signifie précieux. Au revoir Manouk.